Personne ne l'avait vu venir. Ni la FIFA, ni les analystes, ni les bookmakers qui misaient discrètement sur l'idée que le Mexique serait l'hôte le plus sage, le moins spectaculaire et le moins excitant de cette Coupe du Monde. Personne n'avait fait ce calcul. Personne n'avait prévu que 4 matchs pourraient ébranler les plans de l'une des organisations les plus puissantes du sport mondial. Personne n'avait imaginé que 13 rencontres pourraient générer plus de bruit, plus de dépenses par supporter et plus d'attention internationale que 50. Et personne, absolument personne, n'avait anticipé que la vraie star de ce tournoi ne serait pas un joueur, ni même une sélection nationale, mais un pays entier descendu dans la rue, match après match, nuit après nuit, sous la pluie ou non, avec billets ou sans billets, pour montrer au monde entier de quoi cette nation était faite. Il y a encore quelques semaines, lorsque le calendrier des matchs a été publié et que le Mexique s'est retrouvé avec seulement 13 rencontres contre plus de 50 organisées aux États-Unis, beaucoup y ont vu un signal très clair. La FIFA ne faisait pas pleinement confiance au pays. L'idée était que les stades mexicains ne se rempliraient pas de la même manière, que l'économie n'était pas prête, que l'ambiance ne serait pas à la hauteur du moment. Puis la réalité est arrivée, et tout ce que la FIFA n'avait pas su calculer lui est revenu d'un seul coup. Après la victoire du Mexique contre l'Équateur, 2-0, grâce à des buts de Julian Quignon à la 22e minute et de Raúl Jiménez à la 31e, plus d'1 million de personnes ont envahi les rues de Mexico. Ce chiffre, 1 million, a été confirmé par les autorités de la capitale elle-même avant même le coup de sifflet final. L'ange de l'indépendance est redevenu le cœur battant du football mondial, illuminé par les feux d'artifice et par un ciel peint en vert, blanc et rouge. Les chants n'ont pas cessé de toute la nuit. Des mariachis, de la mousse, de la tequila et une fête qui s'est prolongée bien après le lever du soleil du 1er juillet. Et il n'y a pas eu que Mexico. Guadalajara, Monterrey, Cancún, Puebla, Zacatecas et Oaxaca, des villes et des États qui n'accueillent pas le moindre match de Coupe du Monde, ont signalé une affluence touristique inhabituelle, des hôtels complets et des rues pleines de vie jusque tard dans la nuit. Pendant ce temps, dans certains stades américains, des tribunes entières restaient visiblement vides. Les quartiers autour de ces enceintes se vidaient quelques minutes après le coup de sifflet final, et les supporters visiteurs retournaient directement dans leur chambre d'hôtel, sans fête pour les attirer à nouveau dehors. Il n'est pas nécessaire d'exagérer quoi que ce soit. Les médias internationaux documentent déjà eux-mêmes ce contraste. Ce que le Mexique est en train de faire avec cette Coupe du Monde dépasse largement le football. Rien que durant les 13 premiers jours du tournoi, la Chambre nationale de commerce du Mexique a confirmé une injection économique d'environ 940 millions de dollars, et ce chiffre n'inclut même pas les recettes de billetterie. Des économistes indépendants de Deloitte estiment désormais que l'impact économique total pour le Mexique sur l'ensemble du tournoi pourrait atteindre près de 2 milliards 700 millions de dollars, en soutenant environ 100 000 emplois temporaires dans tout le pays. Les tarifs hôteliers à Mexico ont augmenté de près de 30%. Guadalajara a enregistré des hausses proches de 25% et Monterrey a progressé de presque 23%. Les restaurants de ces villes hôtes font état de ventes supérieures de près de 30% à celles de la même période l'an dernier. Cancún, qui n'accueille pas un seul match de Coupe du Monde, est rempli de supporters venus des 4 coins du globe, des gens qui ont décidé de passer les jours entre 2 matchs dans un endroit où ils pouvaient vraiment sentir le tournoi dans les rues et pas seulement à l'intérieur d'un stade. Et cela ne concerne pas uniquement les villes hautes. Zacatecas, Oaxaca, Hidalgo et Puebla, qui ne possèdent aucune enceinte du mondial, enregistrent des niveaux de fréquentation bien supérieurs à la normale, avec de nombreux voyageurs qui promettent déjà de revenir. Aucune autre nation hôte de ce tournoi n'a réussi à reproduire une telle diffusion des dépenses. Ce que la FIFA n'avait jamais prévu dans ses comptes, ce n'était pas seulement l'argent lui-même, mais la façon dont le Mexique le génère. La question n'est pas de savoir combien de matchs un pays organise,
La question est qu'un supporter qui achète une place pour un match aux États-Unis choisit ensuite de traverser la frontière pour passer ses nuits, dépenser son argent et fabriquer ses meilleurs souvenirs de vacances sur le sol mexicain. Des supporters venus de France, d'Allemagne, du Japon et de Corée du Sud, des gens qui ont parcouru des milliers de kilomètres pour voir leur sélection jouer sur le sol américain, réservent désormais des vols ou des bus directement vers Mexico, Guadalajara ou Monterrey afin d'y attendre les jours qui les séparent du prochain match de leur équipe. La logique est simple. Un match dure 90 minutes, mais la célébration dure plusieurs jours. Et voici le chiffre qui résume vraiment l'argument. Les analystes de Deloitte estiment que l'impact économique direct pour le Mexique pendant ce tournoi pourrait dépasser les 4 milliards de dollars une fois tous les effets en chaîne comptabilisés, en soutenant largement plus de 112 000 emplois temporaires. C'est plus du double de ce que génère en une année entière le Grand Prix de Formule 1 du Mexique, un événement qui était autrefois considéré comme la plus grande attraction sportive annuelle du pays. Et tout cela repose sur 13 matchs, pas sur une cinquantaine. Voilà pourquoi la question qui commence à se former discrètement dans les couloirs du siège de la FIFA est évidente. Que se serait-il passé si le Mexique avait reçu davantage de matchs dès le départ ? Cette question a commencé comme un murmure, et elle devient plus forte chaque soir, portée par chaque nouvelle vague de célébration à Mexico. Une rumeur circule, toujours non confirmée, selon laquelle l'instance dirigeante du football pourrait revoir discrètement la manière dont elle répartit les derniers matchs à élimination directe. Les supporters du monde entier, les mêmes qui inondent les réseaux sociaux de vidéos de l'Ange de l'Indépendance, brillant sous la pluie, de Sud-Coréens dansant épaule contre épaule avec des Mexicains, d'Iraniens accueillis à bras ouverts à Tijuana après avoir été refoulés ailleurs, réclament de plus en plus ouvertement de voir une plus grande partie du tournoi organisée au Mexique. La plainte qui tourne en boucle en ligne est simple. Il ne semble pas juste que le pays qui produit l'ambiance la plus virale, la plus authentique et la plus chargée d'émotions de tout le tournoi doive regarder la finale à la télévision, pendant que celle-ci se joue dans un stade du New Jersey qui n'avait jamais accueilli le moindre match de Coupe du Monde avant cette année. Et l'ironie devient plus mordante à mesure qu'on y pense. L'Estadio Ciudad de México, le seul stade de l'histoire du football à avoir accueilli 2 finales de Coupe du Monde, en 1970 puis en 1986, une enceinte que la FIFA elle-même a plusieurs fois qualifiée de l'un des sites les plus historiques de la planète, n'accueillera pas la finale de son propre tournoi cette fois-ci. Sur les réseaux sociaux, cette frustration est devenue l'un des récits les plus commentés de toute la Coupe du Monde. Comment est-il possible que la meilleure ambiance, le public le plus passionné et le pays qui génère le plus de dépenses par visiteur se retrouvent avec moins de matchs que les autres? Personne à la FIFA n'a encore apporté de réponse confortable à cette question. Cette frustration n'existe pas dans le vide. Ce mondial est devenu, discrètement, l'un des plus politiquement chargés de l'histoire du tournoi, et le bruit autour du prix des billets et de la répartition des matchs n'en est qu'une couche. Plus tôt cette année, les procureurs généraux de New York et du New Jersey ont adressé des assignations formelles à la FIFA, exigeant que l'organisation explique comment elle avait fixé les prix des billets pour les matchs au MetLife Stadium, y compris la finale prévue le 19 juillet. Les enquêteurs affirment que les supporters ont été induits en erreur sur l'emplacement réel de leur siège et que les prix de plus de 90 des 104 matchs du tournoi ont augmenté en moyenne de 34% entre octobre dernier et avril de cette année, dans le cadre de ce que la FIFA appelle une tarification dynamique. Le procureur général du New Jersey n'a pas mâché ses mots, décrivant la billetterie comme un labyrinthe de confusion et de rareté artificielle, construit aux dépens des supporters ordinaires. Il y a ensuite la question du président américain lui-même. Donald Trump s'est placé au centre de la scène tout au long de la préparation de ce tournoi, un rôle qui lui a attiré autant de critiques que d'éloges. En décembre, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a remis à Trump le tout nouveau prix de la paix de la FIFA lors du tirage au sort de la Coupe du Monde,
Une récompense qui a fait lever bien des sourcils dans le monde du football. Compte tenu du calendrier, quelques semaines seulement après que Trump a manqué une nomination au prix Nobel de la paix. Des déclarations financières publiées au début du mois de juillet ont également révélé qu'Infantino avait offert à Trump 10 billets pour la finale de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA de l'an dernier, d'une valeur d'environ 15 000 $, un détail qui n'a fait qu'alimenter les accusations selon lesquelles la direction de la FIFA se rapprocherait du président américain au lieu de rester neutre. Les critiques estiment que Trump a été autorisé, dans les faits, à se présenter comme le seul visage du tournoi, alors même que cette Coupe du Monde est organisée conjointement par 3 pays. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum et le premier ministre canadien Mark Carney sont restés largement en dehors du projecteur que la FIFA a braqué sur Trump, malgré le fait que leur nation co-organise l'événement et que, dans le cas du Mexique, le pays offre de très loin l'atmosphère la plus électrique du tournoi jusqu'ici. Ce déséquilibre n'a pas échappé aux commentateurs, qui soulignent l'image embarrassante de la situation, surtout lorsque l'on se rappelle que l'administration Trump elle-même a été une source de tension avec les 2 autres pays hôtes sur le commerce et l'immigration pendant toute la préparation du tournoi. La dimension politique s'est encore compliquée. Plus tôt cette année, l'ancien président de la FIFA Sepp Blatter a appelé publiquement les supporters à boycotter les matchs disputés sur le sol américain en invoquant les mesures migratoires de l'administration Trump et ses choix de politique étrangère. Les restrictions de voyage annoncées par cette administration ont quasiment empêché les supporters du Sénégal et de la Côte d'Ivoire d'assister aux matchs sans obtenir des visas difficiles à décrocher, tandis que ceux d'Iran et d'Haïti se sont retrouvés totalement exclus par une interdiction de voyage antérieure. C'est l'une des raisons pour lesquelles la sélection iranienne a fini par déplacer tout son camp de base à Tijuana, choisissant de s'entraîner et de se reposer sur le sol mexicain, plutôt que d'affronter l'incertitude d'une entrée aux États-Unis. C'est un détail modeste, mais révélateur, qui reflète l'histoire plus large de ce tournoi. Des supporters, des joueurs et des fédérations entières gravitent vers le Mexique, pas seulement pour la fête, mais parce qu'il est devenu, sur ce continent, l'option la plus accueillante et la plus stable pendant de longues semaines d'été. Aucun de ces bruits politiques n'a empêché le Mexique de signer l'un des parcours les plus surprenants du tournoi. Personne n'avait inscrit le Mexique dans le scénario comme prétendant au trophée. Le Brésil a Vinicius, la France a Mbappé. L'Argentine arrive avec la faim qui la caractérise toujours. L'Espagne se présente en championne d'Europe en titre. Et pourtant, le tricolore mexicain est là. 4 matchs joués, 4 victoires, 12 buts marqués, 0 encaissés. Le Mexique est la première équipe depuis l'Italie en 1990 à terminer ses 4 premiers matchs de Coupe du Monde sans concéder le moindre but. Les médias internationaux commencent déjà à évoquer, avec cette incrédulité que l'on réserve aux vraies surprises, l'idée que le Mexique puisse être le prétendant le plus inattendu du tournoi. Pas vraiment le favori, mais quelque chose de plus intéressant encore qu'un favori. Une équipe que personne n'avait prévue et qui continue de transformer l'improbable en réalité. Le sélectionneur Javier Aguirre a déclaré après le match contre l'Équateur qu'il s'agissait de la victoire la plus importante de toute sa carrière d'entraîneur, et il a de bonnes raisons de le dire. Le Mexique n'avait plus remporté de match à élimination directe en Coupe du Monde depuis 40 ans. La dernière fois, c'était en 1986, déjà à domicile avec Aguirre lui-même sur le terrain, mais comme joueur et non comme entraîneur. Ce qui avait mis 40 ans à se reproduire est arrivé en une seule nuit, avec 2 buts en première période et une défense qui enchaîne désormais 12 matchs consécutifs sans encaisser, depuis les qualifications pour la Coupe du Monde jusqu'au tournoi lui-même. Le prochain test s'appelle l'Angleterre et il arrive très vite. Ce dimanche, de retour à l'Estadio Ciudad de México, le géant de Santa Úrsula, le Mexique reçoit l'un des publics les plus nombreux et les plus passionnés de la planète. Les supporters anglais, fait notable, ont eux aussi choisi de passer leur temps libre au Mexique plutôt que de rester au nord de la frontière,
attirés par une atmosphère qui, selon eux, n'a pas d'équivalent réel ailleurs dans ce tournoi. Si ce qui s'est produit contre l'Équateur, la Tchéquie, la Corée du Sud, la Colombie, l'Iran et l'Afrique du Sud a déjà stupéfié le monde du football, la vraie question est désormais de savoir ce qui se passera lorsque cette même foule d'1 million de personnes qui a envahi l'Ange de l'Indépendance se heurtera au mur de maillot blanc que les supporters anglais sont connus pour apporter à chaque match où ils se déplacent. La FIFA n'avait pas intégré le Mexique dans ses plans comme elle aurait dû le faire. Le monde non plus. Et le Mexique, comme il semble toujours le faire, prouve que lorsqu'il s'agit de football, de célébration et d'accueillir la planète entière à bras ouverts, aucun autre pays sur Terre ne le fait de la même manière. Le plan a déjà changé, et ce tournoi n'en est encore qu'au 8e de finale. Il existe une possibilité très réelle que les chapitres les plus bruyants de toute cette Coupe du Monde soient encore à venir, surtout si les rumeurs sur une réorganisation des futures décisions d'accueil par la FIFA contiennent ne serait-ce qu'une part de vérité. Pour l'instant, tout ce que fait Mexico, c'est se préparer pour dimanche, car si le dernier mois donne la moindre indication, ce pays n'a absolument pas l'intention de ralentir. Il existe une autre couche dans cette histoire, et elle mérite l'attention car elle montre comment la politique qui entoure cette Coupe du Monde a commencé à peser sur des décisions qui dépassent largement le terrain. Des rapports publiés plus tôt cette année ont décrit ce tournoi comme l'un des plus chaotiques et politisés de la longue histoire de la compétition, avec des tensions entre l'administration Trump et les deux autres pays hôtes qui couvrent depuis des mois avant même qu'un ballon ne roule. Les analystes ont souligné que le moment ne pouvait pas être plus mal choisi. Quelques semaines seulement après avoir reçu ce prix de la paix des mains d'Infantino, le président américain a autorisé une opération de force spéciale visant un chef d'État étranger et, peu après, s'est retrouvé impliqué dans un nouveau conflit concernant Israël et l'Iran. Pour un tournoi que les organisateurs espéraient présenter comme un redémarrage propre et festif, après les controverses de corruption qui avaient assombri les 2 dernières Coupes du Monde en Russie et au Qatar, la préparation est plutôt devenue une étude de cas sur la vitesse à laquelle la politique peut s'accrocher au plus grand événement sportif de la planète. Ce contexte rend la célébration populaire au Mexique encore plus significative. Pendant que les questions s'accumulent autour de la direction de la FIFA, des prix des billets et de l'image d'un seul dirigeant mondial dominant la couverture du tournoi, les supporters ordinaires au Mexique ont répondu en substance par une fête trop grande pour être ignorée. Il faut rappeler que les propres chiffres des fan-festivals de la FIFA l'ont confirmé presque dès le premier jour. Dès la première semaine du tournoi, les organisateurs ont annoncé que la fréquentation cumulée des événements fan-festival avait déjà dépassé les 2 millions de visiteurs et que les 3 villes hôtes mexicaines, Mexico, Monterrey et Guadalajara, attiraient les plus grandes foules de tout le tournoi, selon le propre communiqué de la FIFA. Ce n'est pas une rumeur ni une exagération de supporters, ce sont les propres données de la FIFA qui confirment exactement ce que les rues montrent chaque soir depuis le match d'ouverture. Une partie des conversations les plus bruyantes en ligne relève clairement, à ce stade, de la rumeur. Et il faut être honnête sur cette distinction. L'idée selon laquelle la FIFA pourrait redistribuer les responsabilités d'accueil pour les futures phases à élimination directe, en déplaçant potentiellement davantage de matchs de prestige vers des enceintes mexicaines, reste une possibilité non confirmée, portée par des supporters et quelques commentateurs, et non par une déclaration publique de la FIFA. Il en va de même pour les spéculations selon lesquelles la pression populaire croissante pourrait un jour pousser les organisateurs à reconsidérer le lieu de la finale lors de futures éditions du tournoi, même si personne ne s'attend sérieusement à voir ce match précis être déplacé si tard dans le cycle. Ce sont des pistes à suivre, pas des faits établis, et les traiter comme autre chose reviendrait à aller plus vite que l'histoire. Ce qui est confirmé en revanche, c'est la pression croissante à laquelle la FIFA fait désormais face sur plusieurs fronts à la fois. Au-delà de l'enquête sur la billetterie à New York et dans le New Jersey, la couverture médiatique du printemps a signalé à plusieurs reprises les inquiétudes de responsables européens quant au bien-fondé du prix de la paix de la FIFA remis à Trump, compte tenu des restrictions de voyage de son administration qui touchaient des supporters et même des joueurs de plusieurs nations qualifiées.
Le déménagement de l'Iran à Tijuana n'était pas une simple note logistique. Il est devenu un symbole, répété dans la presse internationale, d'un tournoi où le pays, haute perçu comme le plus accueillant, s'est révélé être celui qui ne possède aucun stade de Coupe du Monde chargé d'accueillir une finale. Le Mexique est devenu dans les faits l'hôte émotionnel de cette Coupe du Monde même dans les moments où il ne l'est pas officiellement, et cette dynamique devient de plus en plus visible à mesure que le tournoi avance. Rien de tout cela ne change l'histoire sportive fondamentale qui se joue sur le terrain, et d'une certaine manière cela rend le parcours du Mexique encore plus savoureux pour un public qui attendait un moment comme celui-ci depuis 4 décennies. Une équipe que personne n'avait désignée comme véritable candidate avant le début du tournoi en est désormais à 4 matchs avec un bilan défensif parfait, porté par une vague de soutien à domicile qui a transformé chaque semaine de compétition en quelque chose qui ressemble à une fête nationale. Quoi qu'il arrive contre l'Angleterre ce dimanche, et quelle que soit la décision finale de la FIFA sur la future répartition des matchs, une chose semble déjà acquise à l'entrée dans la deuxième moitié de ce tournoi. Le Mexique n'a pas seulement accueilli une Coupe du Monde, il a redéfini ce que cela peut réellement signifier, une rue bondée et une cage inviolée après l'autre. Il faut aussi ajouter un détail financier, car il circule dans la presse économique mexicaine depuis le début du tournoi et aide à expliquer pourquoi une grande partie de ces dépenses s'est retrouvée en dehors des 3 villes hôtes officielles. Airbnb a indiqué qu'une part frappante des réservations au Mexique cette année, environ 70%, provenaient de Mexicains voyageant dans leur propre pays plutôt que de visiteurs internationaux, avec plus d'1 million de personnes ayant utilisé la plateforme pour voyager au niveau national pour la toute première fois au cours de l'année écoulée. Ce détail compte parce qu'il montre que cette célébration n'est pas seulement l'histoire de touristes étrangers arrivant au Mexique pour la Coupe du Monde. C'est aussi l'histoire de Mexicains qui utilisent ce tournoi comme une raison d'explorer des régions de leur propre pays qu'ils n'auraient peut-être jamais visitées autrement, ce qui aide à comprendre pourquoi des villes sans aucun match de Coupe du Monde voient quand même leurs hôtels affichés complets et leurs restaurants restés pleins après minuit. Le ministère mexicain du Tourisme a présenté une projection encore plus optimiste que celle de Deloitte, suggérant que la contribution économique totale de cette Coupe du Monde pourrait finalement dépasser 3,4 milliards de dollars, une fois tous les effets directs et indirects comptabilisés à la fin du tournoi. Les agences indépendantes de notation financière ont été plus prudentes dans leurs propres estimations, projetant un coup de pouce plus modeste, mais tout de même significatif, d'environ 13 centièmes de point de pourcentage à la croissance économique globale du pays cette année, la plupart des économistes s'accordant à dire que l'effet se concentrera presque entièrement sur cette année civile au lieu de laisser derrière lui une infrastructure durable majeure. Quel que soit le chiffre qui finira par se rapprocher le plus de la réalité, le schéma qui se dessine derrière toutes ces estimations reste le même. L'argent afflue au Mexique à un rythme que personne n'avait prévu lorsque le calendrier des matchs est sorti pour la première fois, en favorisant très largement les États-Unis.